Bonjour à tous. Vous m'avez demandé une vidéo sur les traductions de l'imparfait pour vous aider dans vos révisions pour le CAPES. Donc, je vais essayer très rapidement de vous préciser quelques points sur les traductions de l'imparfait, mais bien sûr, il faudra compléter cela par vos manuels habituels. Alors, les traductions de l'imparfait, il y en a plusieurs. Souvent, quand on vous demande de donner des traductions, on vous demande de donner trois. En moyenne, c'est trois propositions de traduction pour un marqueur. Donc, je vais essayer de vous en présenter au moins trois. Sachez que la principale traduction pour l'imparfait sera celle du prétérit simple. Donc, le prétérit simple, c'est-à-dire que l'imparfait va être traduit seulement par le marqueur ED et l'aspect, ce sera 0. Alors, le prétérit simple va permettre de traduire différents types d'imparfaits, différents types d'emploi de l'imparfait, aussi bien l'imparfait que j'appelle temporel que l'imparfait modal. Et à l'intérieur de l'imparfait temporel, euh, le prétérit simple permet de traduire l'imparfait à valeur descriptive, l'imparfait à valeur d'habitude et aussi ce qu'on peut appeler l'imparfait énonciatif. Alors, voyons voir un petit peu plus en détail de quoi je veux parler. Si je prends comme exemple, c'était une vieille femme, elle portait un manteau noir. Les verbes étaient et portaient sont à l'imparfait. On est en train de décrire quelqu'un. C'est ce que j'appelle de l'imparfait descriptif. C'est un imparfait temporel. Il renvoie à la description d'une femme dans le passé. Et on va utiliser pour traduire c'était une vieille femme, elle portait un manteau noir, simplement du prétérit. She was an old lady. She wore a black coat. Donc, ici, le marqueur ED va permettre d'indiquer qu'il y a une rupture entre le moment d'énonciation du narrateur qui raconte l'histoire de cette vieille femme et la décrit ici, et le moment de l'énoncé, c'est-à-dire le moment où vivait cette vieille femme et le moment où elle portait ce manteau noir. Donc, ED va permettre de localiser des états qui sont par essence non bornés. ED permet de localiser des états dans le passé, ce qui correspond à un exemple d'emploi très fréquent de l'imparfait qui est utilisé dans les descriptions avec les verbes d'état, mais aussi les verbes de position. En anglais, vous allez retrouver ED avec lie, stand, sit. Alors, concernant les verbes d'activité qui apparaissent parfois dans les descriptions d'arrière-plan, la tentation est souvent grande de recourir au prétérit en bi plus ing, alors que bien souvent, ED seul suffit. Donc, n'hésitez pas à utiliser une forme simple. Alors, le prétérit simple va aussi être utilisé pour parler, pour traduire ce qu'on appelle parfois l'imparfait d'habitude. C'est aussi un imparfait temporel. Si on dit quelque chose comme il n'achetait jamais de viande, on décrit une caractéristique, une habitude du personnage masculin. Le verbe acheter est un verbe d'action. Quand on dit il n'achetait jamais de viande, on emploie un imparfait descriptif de propriété, d'habitude, qui peut être traduit par le marqueur ED simplement. He never bought meat. On parle d'une caractéristique qui est située dans le passé par rapport au moment d'énonciation. Et donc, le marqueur ED va marquer précisément cette rupture entre le moment d'énonciation, le moment où l'on fait la description du personnage masculin, et le moment de l'énoncé, c'est-à-dire cette époque où précisément le personnage avait l'habitude de ne pas valider la relation prédicative il achetait de la viande ou he buy meat. On va retrouver l'emploi du marqueur ED pour traduire l'imparfait dans tous les cas où l'imparfait est utilisé dans le discours indirect ou le discours indirect libre. C'est ce qu'on appelle parfois l'imparfait énonciatif, c'est de l'imparfait temporel. Pour vous donner un exemple, vous pouvez avoir la prof dit, deux points, ouvrez les guillemets, j'aime le chocolat. Oui, d'accord, la prof dit, c'est du récit. Deux points, ouvrez les guillemets, j'aime le chocolat. Vous avez du discours direct dans lequel vous trouvez les verbes aimer au présent de l'indicatif. Si je traduis,
je vais dire the teacher said, voici, I like chocolate. Discours direct, toujours. Maintenant, si je veux transposer ces énoncés au passé en utilisant du discours indirect, je vais dire la prof dit qu'elle aimait le chocolat. Dans la phrase « la prof dit qu'elle aimait le chocolat », il faut bien voir que la prof dit, c'est une portion de récit au passé simple qui permet d'introduire, grâce au verbe introducteur de discours « dire », la proposition subordonnée nominale qu'elle aimait le chocolat, proposition subordonnée nominale, proposition subordonnée complétive, qui est du discours indirect. C'est une proposition subordonnée nominale qui est complément d'un verbe introducteur de discours. Qu'elle aimait le chocolat, c'est du discours indirect. Donc, dans la même phrase, vous avez une première partie, la prof dit, qui est du récit, et une deuxième partie, qu'elle aimait le chocolat, qui est du discours indirect. Et donc, si on regarde ce qu'il se passe, à l'intérieur de ce discours indirect, on voit que le verbe aimer est maintenant à l'imparfait, alors qu'au discours direct, on avait le présent de l'indicatif. Maintenant, on a l'imparfait de l'indicatif. Aimait, a été. Si je traduis en anglais, je vais utiliser le prétérit simple. The teacher said, ça c'est la traduction de la portion de récit, that she liked chocolate. Donc, liked, c'est le verbe like plus le marqueur du prétérit, simple, ed, le marqueur ed, sans aspect. Et donc ici, l'imparfait aimait est traduit par liked. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le discours direct, la prof dit : j'aime le chocolat. Dans le discours direct, les repérages de temps se font directement par rapport au moment d'assertion du personnage qui parle, la prof. Alors que dans le discours indirect, les repérages de temps se font non pas par rapport au moment d'énonciation, au moment d'assertion de la prof qui parle, mais par rapport au moment d'énonciation du narrateur, par rapport au moment où l'histoire est racontée. Et c'est parce qu'il y a justement une rupture temporelle entre le moment où le narrateur raconte l'histoire et le moment où la prof dit qu'elle aime le chocolat, que l'on est amené au discours indirect à utiliser un marqueur de rupture temporelle, l'imparfait en français ou le marqueur ED en anglais. Donc ça, c'est à retenir pour les emplois du marqueur ED comme traduction de l'imparfait à valeur temporelle, que ce soit dans des énoncés, comme je vous l'ai dit, descriptifs, des énoncés qu'on appelle d'habitude, avec l'imparfait d'habitude ou l'imparfait énonciatif. Alors, il faut savoir que le marqueur ED va pouvoir aussi être utilisé dans les cas d'emploi de l'imparfait à valeur modale. Il faut que vous ayez en tête l'idée que l'imparfait de l'indicatif a soit une valeur temporelle, soit une valeur modale. À l'intérieur des valeurs temporelles, vous trouvez des emplois pour les descriptions, des emplois pour l'habitude, des emplois énonciatifs. À l'intérieur de la valeur modale, eh bien, vous allez trouver les emplois que je vais vous décrire maintenant et certains de ces emplois peuvent être traduits par du prétérit simple. Alors, si je dis quelque chose comme « si je travaillais plus, je ferais des progrès ». Je ferais des progrès, le verbe faire ici, vous voyez bien qu'il est au conditionnel présent. Mais dans la proposition subordonnée adverbiale de condition, si je travaillais plus, proposition introduite par la conjonction de subordination si, vous trouvez le verbe travailler à l'imparfait de l'indicatif. Si je travaillais, AIS, plus, je ferais, AIS, ça c'est du conditionnel, des progrès. Si je travaillais plus, ça c'est l'adverbial de condition qui contient un imparfait de l'indicatif. Là, on va dire que cet imparfait a une valeur modale. Pourquoi?
Parce que quand je dis la phrase « si je travaillais plus, je ferais des progrès », avec le verbe « travaillait », je ne renvoie pas à une action passée. Je parle en fait du moment présent. Je constate qu'en ce moment, par exemple, je ne travaille pas assez par rapport aux révisions du CAPES, je voudrais en faire plus, etc. Mais dans la réalité, je ne travaille pas assez. Quand je dis si je travaillais plus, grâce à la conjonction de subordination si associée à l'imparfait, je crée un plan fictif, un monde imaginaire qui est en rupture par rapport au plan du réel où se situe mon moment d'énonciation. Donc, le moment d'énonciation, le moment où je vous parle, est situé sur un plan réel et grâce à la proposition subordonnée adverbiale de condition commençant par si, je construis un plan imaginaire sur lequel je valide la relation prédicative je travaillais plus. Et donc, il y a bien une rupture qui n'est pas d'ordre temporel, puisqu'encore une fois, l'imparfait ne renvoie pas au passé ici, mais à un monde fictif, virtuel. Il y a donc une rupture entre le moment d'énonciation, c'est-à-dire le moment réel où je vous parle, et le moment où est validée la relation prédicative je travaillais plus, le moment de l'énoncé. Et c'est cette rupture modale qui est marquée par l'emploi en français de l'imparfait appelé modal et l'emploi dans sa traduction en anglais du prétérit simple, prétérit en ED, sans forme aspectuelle, qui peut avoir soit une valeur de rupture temporelle, soit une valeur de rupture modale. Donc, comme vous le constatez, le prétérit simple permet de traduire beaucoup des emplois de l'imparfait, que ce soit des emplois temporels ou modales. On dit que c'est une forme non aspectuelle. Le prétérit simple est une forme aoristique. Les faits sont présentés en eux-mêmes, dégagés de toute subjectivité, de tout point de vue, et les faits sont présentés de façon globale, de façon autonome. Alors, maintenant, je voudrais vous parler de la traduction de l'imparfait par l'association du marqueur de temps ED et de l'aspect B plus ING. Alors, vous savez normalement que l'emploi d'un aspect grammatical comme B plus ING est la marque de la présence d'un point de vue, d'une subjectivité associée à un repère point de vue qui peut être explicite ou non dans la phrase. Si je vous donne la phrase « elle travaillait quand il est arrivé », vous avez avec le verbe « travailler » un imparfait à valeur d'inaccompli. C'est-à-dire que le travail de ce personnage féminin n'était pas arrivé à son terme au moment où le personnage masculin est arrivé. Elle travaillait quand il est arrivé, signifie que l'action de travailler était encore en cours. La borne de début de validation de la relation prédicative, elle travaillait, était ouverte, mais elle n'avait pas atteint la borne de fin, le travail n'était pas accompli par rapport au moment repère point de vue. Le moment repère point de vue ici, il est explicite, c'est la proposition subordonnée adverbiale de temps, cette fois-ci, quand il est arrivé, qui construit le repère temporel qui sert de repère point de vue, de moment d'observation par rapport auquel on pose le regard sur le travail du personnage féminin et on constate que ce travail est inaccompli encore. D'accord? Donc ici, l'imparfait a une valeur inaccomplie et il va être traduit en anglais par l'association du marqueur ED avec l'aspect B plus ING. She was working when he arrived. She was working when he arrived. When he arrived, c'est toujours une proposition subordonnée adverbiale de temps qui explicite le moment repère point de vue par rapport auquel on pose le regard sur l'action she work, et cette action de travailler, de work, est non arrivée à son terme.
la borne de fin du procès work n'est pas atteinte au moment de l'arrivée de he, ce qui explique l'emploi de cet aspect be plus ing qui indique qu'on s'intéresse à l'intérieur du procès et non aux bornes de début et aux bornes de fin, aux caractéristiques du procès qui est encore en cours, qui n'est pas arrivé à son terme au moment de l'arrivée de he. Donc, vous avez ici une valeur inaccomplie pour l'aspect be plus ing. Alors, l'imparfait peut aussi se traduire par would, c'est-à-dire par l'auxiliaire modal will, plus le marqueur ed. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez utiliser would pour traduire l'imparfait quand vous avez affaire à un imparfait d'habitude, mais pas dans tous les cas. On a vu déjà que on pouvait parler des habitudes d'un personnage en utilisant simplement le prétérit simple. Mais si vous avez une phrase telle que « à cette époque, elle allait à l'église tous les dimanches », vous parlez dans ce cas-là d'une habitude dans le passé. Et vous pouvez traduire par « At that time, she would go to church every Sunday ». Every Sunday traduit tous les dimanches. C'est un circonstant de temps à valeur itérative, c'est-à-dire que cela marque la répétition de la validation de la relation prédicative. Elle allait à l'église, ou bien de la relation prédicative she go to church. At that time, à cette époque, indique bien que cette habitude du personnage féminin est située dans le passé par rapport au moment d'énonciation du narrateur qui vous raconte les habitudes de ce personnage féminin. Donc, dans ce cas-là, puisqu'on a une rupture entre le moment d'énonciation du narrateur et le moment où se passe la vie du personnage féminin, il va y avoir emploi du marqueur ED. C'est un marqueur de rupture temporelle. L'imparfait ici a une valeur temporelle d'habitude. Et donc, la valeur temporelle est marquée en anglais par l'emploi du marqueur ED, de rupture temporelle, entre le moment d'énonciation du narrateur et le moment de l'énoncé, le moment où est validée la relation prédicative « she go to church every day », si vous voulez. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que on utilise ici en anglais le marqueur « will ». Will, c'est un auxiliaire modal. Il est forcément pris en charge par un asserteur, une subjectivité. Donc, traduire l'imparfait d'habitude par will plus ed signifie qu'il y a présence d'un point de vue à l'intérieur du texte, de quelqu'un qui pose son regard sur les actions du personnage féminin. Donc, will est forcément prise en charge par un asserteur. Will peut avoir soit, vous le savez, une valeur épistémique, une valeur de prédiction, soit une valeur radicale, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au lien entre le sujet et le prédicat. Et généralement, quand on s'intéresse au lien entre le sujet et le prédicat avec will, c'est pour parler d'une caractéristique typique du sujet ou éventuellement de la volonté de ce sujet, quand vous avez un sujet de volition. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que dans la traduction de « elle allait à l'église tous les dimanches » par « she would go to church every Sunday », vous avez une forte valeur radicale. C'est une caractéristique du sujet she, c'est typique du sujet she que de valider la relation prédicative « she go to church at that time, every Sunday ». Donc, will permet la mise en relation du sujet avec le prédicat pour exprimer une caractéristique typique du sujet, caractéristique qui est située dans le passé grâce au marqueur ED. Mais vous savez qu'avec will, c'est vrai aussi avec shall, même s'il y a une valeur radicale forte, souvent on a aussi une valeur épistémique qui se maintient. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le comportement du sujet she est prévisible, en tout cas le dimanche. Si on la cherche le dimanche, on sait qu'elle est à l'église. Le comportement du personnage she est rendu prévisible par le fait qu'elle a cette habitude d'aller à l'église tous les dimanches. Donc, on peut prédire que le dimanche, elle va valider la relation prédicative
she go to church. Donc, on voit dans cette valeur de prédiction une faible valeur épistémique pour le marqueur will. Donc, dans ces emplois qui sont appelés d'ailleurs en grammaire traditionnelle les emplois fréquentatifs de would, vous avez will plus ed avec un ed de prétérite simple qui marque une rupture temporelle entre eux, pour être précise, le moment d'énonciation du narrateur et le moment de prédiction, le moment de prise en charge du marqueur will. Et le marqueur will a essentiellement une valeur radicale, c'est-à-dire une valeur qui indique la mise en relation du sujet avec le prédicat pour parler d'une caractéristique, d'une propriété typique de ce sujet, celle d'être très croyant, d'aller à l'église très souvent. Mais on ne peut pas exclure une faible valeur épistémique de will, puisque cette habitude d'aller à l'église tous les dimanches rend prévisible l'action du personnage. Et donc, si on est dimanche, on peut prédire que le personnage féminin est à l'église. Donc, on a une faible valeur épistémique. Donc, ici, vous voyez un cas d'exemple de traduction de l'imparfait par l'association de l'auxiliaire modal will plus le marqueur ed. Alors, il y a encore une autre traduction que l'on peut trouver de cet imparfait. Alors, je ne suis pas exhaustive, hein, je ne vous présente pas toutes les possibilités de traduction, j'essaie de vous donner les plus fréquentes pour que vous puissiez couvrir à peu près un maximum de cas si ça tombe le jour du CAPES. Vous pouvez aussi avoir à traduire un imparfait de l'indicatif à valeur temporelle par l'association du marqueur ed et de l'aspect have plus en cette fois-ci. Si je vous donne par exemple, à traduire, il connaissait Mr. Hill depuis 2 jours. La présence du circonspect de temps depuis 2 jours, que vous allez traduire par for 2 days, permet de construire ce qu'on appelle un intervalle temporel sur lequel la propriété à laquelle renvoie le prédicat know Mr. Hill est validée par le sujet he. Et dans ce cas-là, en anglais, on ne peut pas utiliser le prétérit simple, on est obligé d'associer le prétérit à l'aspect have plus en. Ça signifie que quand on dit he had known Mr. Hill for 2 days, eh bien, on se situe à un moment repère passé par rapport au moment d'énonciation, au moment où on raconte les aventures du personnage Hill, il qui connaît Monsieur Hill depuis 2 jours. Donc, on se situe à un moment passé par rapport au moment de narration. C'est ce moment passé qui est là implicite, qui sert de repère point de vue. Et par rapport à ce moment repère point de vue situé dans le passé, on compte le nombre de jours depuis lesquels he a fait la rencontre, la connaissance de Mr. Hill. Et cela se chiffre à 2 jours, 2 days. Donc, on fait au moment repère situé dans le passé un bilan du nombre de jours depuis lesquels la relation prédicative « il connaît Mr. Hill » ou « he know Mr. Hill » est validée. D'accord? Et c'est ainsi qu'on rend compte de l'emploi de l'aspect have plus en. Le marqueur en indique une antériorité de validation de la relation prédicative par rapport au moment repère point de vue. Et au moment repère point de vue, have signale que ce que l'on a au moment repère point de vue, c'est la validation de la relation prédicative pour 2 jours. D'accord? Dans ce cas-là, comprenez bien que connaissait, qui est de l'imparfait de l'indicatif, va être traduit en anglais par had known, qui est l'association du marqueur ed avec l'aspect have en. Donc le marqueur ed, encore une fois, signale, marque une rupture temporelle entre le moment d'énonciation du narrateur qui raconte cette histoire et le moment repère point de vue qui se situe dans le passé. Et au moment repère point de vue, cela fait seulement 2 jours que la relation prédicative he
No, Mr. Hill est validé. Et donc, au moment repère point de vue, on a, c'est pour ça qu'on a le have, on localise 2 jours de validation de la relation prédicative. Donc, le marqueur EN indique que la relation prédicative est validée et have permet au moment repère point de vue de faire le bilan du nombre de jours sur lesquels cette relation prédicative est validée. Alors, notez bien que c'est parce que nous avons ici un verbe cognitif, un verbe à fonctionnement compact, know, que l'on va employer have plus en en association avec ed. Si il était question d'un verbe d'activité, d'un verbe à fonctionnement dense, en plus de l'aspect have en, vous auriez l'aspect be plus ing. Par exemple, là, je peux dire I've been talking for 20 minutes, par exemple. Je renvoie à ce que je suis en train de faire en ce moment devant vous, à mon moment d'énonciation. Je suis en train de parler depuis 20 minutes. Bon, si je veux parler de ça au passé, je vais dire quelque chose comme elle parlait depuis 20 minutes quand le facteur a sonné. On va traduire elle parlait qui est de l'imparfait mais qui renvoie à une activité par le sémantisme du verbe par she had been talking for 20 minutes when the postman rang the bell. She had been talking, c'est le marqueur D, l'aspect have en et l'aspect be plus ing. Donc, vous voyez, c'est une autre possibilité encore de traduire l'imparfait quand l'imparfait s'applique à un verbe à fonctionnement dense, pour faire simple, un verbe d'activité, à l'intérieur d'une phrase où il y a construction explicite grâce à un circonstant de temps d'un intervalle temporel de type depuis 2 jours, depuis son mariage, depuis l'année dernière, depuis le début du confinement, etc., etc., etc. Donc, le plus brièvement possible, même si cette capsule vidéo est un peu plus longue que celle que j'ai l'habitude de faire, j'ai essayé de vous donner des pistes de traduction de l'imparfait avec des explications linguistiques qui sont restées très superficielles parce que c'est impossible de vous dire suffisamment de choses dans un temps aussi bref. Donc, je vous recommande maintenant d'aller vérifier le fonctionnement de l'imparfait dans une grammaire du français, d'aller vérifier le fonctionnement des traductions que je vous ai proposées, ED, will plus ED, have plus EN associé à ED, have plus EN, be plus ING associé à ED. Vérifiez toutes ces associations dans vos manuels d'énonciation pour bien comprendre comment expliquer linguistiquement cette traduction. Il ne suffit pas de dire on peut traduire l'imparfait par ça, 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 ça. Il faut encore être capable d'expliquer quelles sont les valeurs de l'imparfait, imparfait temporel, imparfait modal. À l'intérieur des valeurs temporelles de l'imparfait, il est bien de savoir distinguer différents emplois, descriptifs, habituels, etc. Et il faut essayer de bien préciser ce qu'est le moment d'énonciation, ce qu'est le moment de l'énoncé, ce qu'est le moment repère point de vue. Systématiquement, avec un imparfait, vous avez un point de vue et vous avez souvent un point de vue quand vous avez recours à ces marqueurs de traduction qui sont will ou l'aspect have en ou l'aspect be plus ing. Il faut être précis dans vos explications. On vous demande de justifier dans la dernière partie vos explications. Traduction ne vaut pas justification. Il faut traduire et expliquer linguistiquement votre traduction. Donc, il ne faut pas vous contenter de dire j'ai trouvé que ça passait mieux si j'utilisais would ici. Ça ne marche pas comme explication. Il faut vraiment une explication linguistique. Je vous souhaite bon courage dans vos révisions. J'espère que cette vidéo vous aidera à compléter ces révisions et j'essaierai peut-être de refaire une vidéo avant la date du concours du CAPES, même si cela me laisse assez peu de temps. Bon courage à tous et à très bientôt.